Et oui, qui sont les orpailleurs illégaux qui travaillent en Guyane? D'où viennent-ils? Que sait-on de la somme d'argent qu'ils gagnent? Et surtout, par quel circuit l'or extrait illégalement sur le territoire arrive-t-il à sortir pour être vendu ailleurs dans le monde? Beaucoup de questions qui sont abordées dans cette étude dont on va parler ce matin. Une étude commandée par le WWF Guyane et qui a été réalisée par une équipe qui est allée directement sur le terrain pour interroger plus de 130 garimpeiros, à la fois côté Brésil et Suriname, mais de personnes qui travaillent ici en Guyane. Objectif, avoir des données ou en tout cas des estimations les plus précises possibles et mises à jour sur cette question de l'orpaillage illégal, un sujet complexe à appréhender vu les zones géographiques qui sont concernées, à savoir en pleine forêt et surtout vu son caractère illégal. Alors qu'est-ce qui ressort de cette étude? Pour en parler, Laurent Kell est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci d'être avec nous, Laurent Kell. Je le précise, je le rappelle, vous êtes le responsable du bureau Guyane au WWF, donc ici en Guyane. Déjà, c'est quoi le point de départ, on va dire, de cette étude? Parce que des publications sur le sujet depuis une dizaine d'années maintenant, il y en a déjà eu beaucoup. Je pense aux travaux du géographe François-Michel Le Tourneau, ou même à une étude qui avait été publiée, c'était à peu près il y a 2 ans, par la Fondation pour la recherche stratégique sur l'implication des réseaux et des comptoirs chinois dans l'orpaillage illégal ici en Guyane. Votre démarche à vous, Laurent Kell, au WWF Guyane, finalement, c'était quoi par rapport à tout ce qui existe déjà en quelque sorte? C'est effectivement, vous avez raison de rappeler que c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps et que des chiffres existent ou existaient déjà, mais la question c'est quelle est l'actualité de ces chiffres? Est-ce que c'est toujours les bons ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de mise à jour? Nous, en tout cas, on ressentait ce besoin de mise à jour. Une première étude de ce type avait été menée par Nos Soins il y a une quinzaine d'années, au début des années 2010, une seconde à la fin des années 2010. Donc il était temps pour nous de confier à nouveau ce type de travaux à des spécialistes, à des scientifiques en sciences sociales qui ont l'habitude de ces terrains et de ce genre de collecte d'informations. Oui, on reparlera évidemment dans quelques minutes de cet aspect mise à jour des données, parce que c'est vrai que très souvent, quand on parle d'orpaillage illégal ici en Guyane, les chiffres qu'on entend, en fait, on se rend compte qu'ils sont plus du tout en adéquation avec la réalité du terrain. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des zones d'ombre, on va dire, sur l'orpaillage illégal, des données qu'on a du mal à avoir, ou bien franchement, plus le temps passe, plus notre compréhension du sujet, elle devient quand même assez précise, Laurent Kell? Alors il y a 2 choses. Je pense que les grandes lignes de la compréhension du phénomène, elles sont bien établies maintenant. Vous avez raison de rappeler les travaux de différents scientifiques, que ce soit au niveau français ou au niveau brésilien, par exemple, sur ce thème. Après, ce qui nous manque assez régulièrement, c'est des informations sur les tendances. Est-ce que la situation est stable? Quel est le niveau d'impact? Comment est-ce que ça se mesure? Et ça, c'est vrai qu'on est régulièrement en attente de ce genre d'informations. Le parc Donc là, vous faites référence surtout aux chiffres des services de l'État majoritairement. Du nombre de sites illégaux. C'est quand même un indicateur très important. Bien sûr. Il est difficile à obtenir de façon régulière. On sait que le parc amazonien publie 2 fois par an ce genre de chiffres, mais à l'échelle de son territoire. Et oui, c'est pas pour toute la Guyane. Exactement. Donc là, on est toujours dans cette attente d'une régularité de cette information. Pourtant, il y avait une promesse, on va dire, de la préfecture il y a quelques années, c'était même d'être plus transparent, sur ces chiffres. Oui, c'était même un engagement à l'époque du président Hollande, quand il revenait du Brésil. Donc je crois que c'était fin 2013. De s'engager à ce qu'il y ait au moins une fois par an un bilan complet sur l'impact de l'orpaillage illégal. C'est vrai que le rythme d'une fois par an n'a pas été tenu ces dernières années. Et on espère avoir ces bilans d'ici la fin de l'année, par exemple, au-delà du parc amazonien à nouveau. Ce qui fait qu'on navigue un petit peu à vue entre 2 études comme la vôtre, mais qui s'étalent forcément sur quelques années. C'est ça. Et puis c'est aussi pourquoi est-ce que cette donnée est importante, c'est que c'est un sujet qui est intrinsèquement transfrontalier. Bien sûr. Et pour pouvoir discuter avec les voisins, il faut des chiffres. Il faut de l'information récente et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité mettre à jour ce travail. Alors, justement, cette étude, il y a une équipe, de 7 personnes qui donc allait sur le terrain avec l'appui d'une anthropologue au Suriname. C'est elle qui a coordonné, on va dire, toute cette étude et d'un géographe qui est basé au Brésil. Déjà, concrètement, comment est-ce que cette équipe a travaillé, Laurent Kell? On sait quand même que les garimpeiros, les orpailleurs clandestins, ce sont des personnes qui sont évidemment farouches quand ils voient une personne de l'extérieur arriver pour leur poser des questions. Ça s'est passé comment finalement ce travail d'approche-là? En fait, ça s'est passé très concrètement en allant sur les bases arrières de l'orpaillage illégal sur l'Oyapock côté Brésil et sur le Maroni côté Suriname.
Ça a été un travail de terrain assez important de discussion avec des personnes qui étaient interrogées sur le fait que si oui ou non elles étaient impliquées dans l'orpaillage illégal. Oui. D'ailleurs, de façon assez symptomatique, les gens nous ont raconté quand ils sont allés à Oiapoque, ils ont été surpris cette fois-ci d'avoir beaucoup de réticence dans les réponses. Signe que au moins sur Oiapoque, il y a plus de contrôle maintenant qu'auparavant. Ça, typiquement, c'est aussi un résultat de ce genre de travaux. Alors que sur Ilhabela, par exemple, beaucoup plus en amont du même fleuve, les gens parlaient beaucoup plus ouvertement de l'orpaillage illégal et de leur rôle illégal en Guyane autour de cette activité. Parce qu'ils craignaient, s'ils répondaient à vos questions, finalement, d'être sanctionnés d'être catalogués éventuellement. dans des activités illégales. Et visiblement, sur Oiapoque, c'est devenu plus difficile d'assumer ce genre de travail. Ce qui n'est pas du tout le cas sur de nombreuses bases arrières au Suriname, par exemple, où là, le dialogue a été beaucoup plus fluide. Et donc, en tout, comme vous le disiez, 134 personnes impliquées dans l'orpaillage illégal en Guyane ont été interrogées pendant 4 à 5 mois qu'a duré cette étude. En leur posant à chaque fois les mêmes questions pour ensuite des questions standardisées, sur les endroits où ils ont travaillé les 6 derniers mois, puis les 6 mois précédents, etc., pour avoir une idée des localisations. Des questions posées sur leur production d'or illégal, des questions posées sur la tendance selon eux du phénomène. Est-ce que c'est plus facile comme d'habitude ou plus difficile qu'avant que de faire de l'orpaillage illégal en Guyane, et des questions sur où va l'or, comment est-ce qu'il est utilisé à leur niveau respectif. Alors, dans le détail, et je relis le premier objectif de cette étude, avoir une estimation éclairée du nombre de garimperos qui est en Guyane et savoir où est-ce qu'il se situe sur tout le territoire. On avait ce chiffre qui revenait un peu tout le temps, Laurent Kehl, de 10 000 personnes qui travailleraient en forêt. Vous, dans votre étude, vous parlez de 8 500 personnes. Ça veut dire quoi? Qu'il y en a moins qu'avant? Ou que vos chiffres sont peut-être un peu plus précis que ceux qu'on avait il y a quelques années? Alors, c'est une bonne question. Ce qui est certain, c'est que d'après ces chiffres, en tout cas, on est en deçà des estimations précédentes. Ce qui est à mettre en relation aussi avec l'autre chiffre important qui ressort de ce travail, qui est la production annuelle en 2024 de l'orpaillage illégal, qui est estimée à 4 tonnes 3. Donc là aussi, très loin des 10 tonnes d'or annuelles qui étaient régulièrement annoncées par différentes structures. D'accord. Donc ces deux chiffres ont tendance à se corroborer, moins de production et peut-être un peu moins de garimperos. Ce qui est aussi corroboré avec un autre facteur que nous, en tout cas, nous n'avions pas perçu, qui est, d'après les acteurs de l'or illégal, une tendance à la baisse entre 2022 et 2024. Une baisse de 5 à 15% par an de production, à mettre en relation avec les efforts de surveillance et de lutte des opérations harpies. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent, ou bien c'est vous qui le comprenez? Non, ça c'est vraiment les témoignages qui remontent du terrain, de dire il y a beaucoup de gens qui ont finalement perdu beaucoup d'argent, et qui finalement, à force de jouer et à force de perdre à cette forme de roulette russe, ont considéré que ça n'en valait plus la peine. Donc il y a une forme de découragement qui finit par atteindre une partie des garimperos. Donc ça, c'est à souligner, parce qu'encore une fois, nous, on n'en avait pas conscience avant de lire les conclusions de ce travail. Après, c'est un travail qui s'est arrêté en 2024. On ne sait pas ce que la tendance aura donné en 2025. C'est aussi une année où le cours de l'or aura continué à monter. Donc, est-ce que cette tendance à la baisse aura été maintenue ou pas? Ça reste une grande question. En tout cas, ce qui apparaît de ce travail, c'est qu'entre 2022 et 2024, il y avait vraiment une forme de ralentissement de la production. D'où l'intérêt, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, d'avoir le plus de chiffres possible et le plus régulièrement possible. Exactement. Pour savoir au final si là, cette baisse de l'activité, c'est 4,3 tonnes d'or, qui sont extraits illégalement chaque année. Est-ce que ça correspond à une dynamique un petit peu globale qui s'étale sur plusieurs années, ou est-ce que c'est juste parce que, cette année-là, il y en avait un peu moins que d'habitude? C'est ça, c'est pour ça qu'effectivement, le recul sur 2 ou 3 ans est vraiment intéressant. Donc, il faudrait évidemment refaire cette étude très régulièrement. Ça demande aussi un certain nombre de moyens. Mais à minima, on a pu la mettre à jour, donc c'est déjà intéressant. Et après, dans les autres chiffres, vous parliez des autres études, ça confirme aussi à quel point cette nouvelle étude, le fleuve Maroni est devenu l'épicentre du phénomène. On le savait au travers de l'étude de la Fondation pour la recherche stratégique que la logistique venait beaucoup du Maroni. Là, ce que l'on note aussi au travers de ce travail, c'est que l'exfiltration de l'or, donc l'or illégalement produit en Guyane, part très majoritairement via le Maroni
vers le Suriname, puis vers d'autres destinations. Et ça aussi, c'est une grande différence par rapport à une étude précédente qu'on avait menée il y a 15 ans. Ou là, c'était plutôt côté Brésil. Exactement. À l'époque, c'était vraiment vers le Brésil que l'essentiel de l'or illégal de Guyane partait. Et maintenant, c'est très clairement vers le Suriname. Justement, sur cet aspect-là, Laurent Kell, sur la localisation, les zones où l'activité est la plus importante, ce que vous nous dites, ça confirme aussi ce que le parc amazonien dit depuis quelques années, qu'il y a eu un déplacement surtout dans l'ouest, c'est là où il y a le plus de sites d'orpaillage illégal. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est parce que d'après ce que les orpailleurs vous disaient en quelque sorte, c'est parce que les filons sont les plus intéressants dans l'Ouest, ou parce que il y a la proximité avec le Suriname, et on l'a dit, du coup, évidemment, la législation au Suriname est un peu plus, voire beaucoup plus souple que celle au côté Brésil. Donc, il y a eu un déplacement d'est vers l'Ouest en quelque sorte. Votre analyse est vraiment celle qui ressort de ce rapport, à savoir qu'il y a à la fois des sites productifs sur la façade ouest de la Guyane qui ont été particulièrement exploités par les garimpeiros. On parle notamment de la Lipo par exemple sur la partie ouest du parc amazonien en territoire Wayana. D'accord. C'est une zone qui a été très largement impactée ces dernières années et qui a donc généré un afflux de garimpeiros, mais c'est aussi le fait que le Brésil a aussi renforcé sa législation et sa volonté de lutte contre l'orpaillage illégal. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que jusqu'à il y a 2 ans, au Brésil, il y avait la loi de la bonne foi qui permettait à tous les garimpeiros de vendre de l'or à différents comptoirs en déclarant simplement sur un papier qu'ils avaient produit leur or à tel endroit. Maintenant, il faut une déclaration électronique qui va être vérifiée par la police fédérale, ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus difficile au Brésil de vendre de l'or d'origine inconnue. Concrètement, entre 2023 et 2024, il y a eu une baisse de 20% des exportations d'or au Brésil, d'or d'origine artisanale, en lien très probable avec le fait que le Brésil a durci sa législation en termes de traçabilité de l'or. Donc effectivement, le Brésil, tout comme la France, ont déjà des outils de traçabilité de ce minerai. C'est très loin d'être le cas au Suriname. Enfin, il y a quelques outils, mais qui sont très peu appliqués. Donc bien évidemment, l'opportunité fait que maintenant, ça part essentiellement via le Suriname. Ouais, je cite vos chiffres, 75 à 85% de l'or illégal guyanais serait désormais écoulé via le Maroni en lien avec ces fameuses bases logistiques situées sur la rive surinamaise. Autre donnée aussi intéressante de votre étude, c'est que plus de la moitié des garimpeiros que vous avez interrogés disent qu'ils vendaient surtout l'or au supermarché chinois. Donc vraiment, il y a tout qui se corrobore en quelque sorte. Exactement. Ça se passe de l'autre côté. Exactement, ça se passe de l'autre côté. On sait par quel intermédiaire. Ce sont effectivement ces sites logistiques qui sont maintenant très très installés. Il y en a plus d'une centaine entre Albina et Pidima, donc c'est très très structuré maintenant. Et qui sont clairement identifiés. Là pour le coup, il suffit de prendre une pirogue sur le Maroni pour se rendre compte qu'il y en a partout le long du fleuve. D'où le besoin encore et toujours de coopération avec ce pays, parce que pour l'instant, il faut encore et toujours saluer le travail des opérations Harpie et de tous les partenaires impliqués, en rappelant que malheureusement, encore cette semaine, il y a eu un décès dans le cadre de ces opérations Harpie, donc il faut mesurer aussi ce que ça veut dire en termes d'implication sur le terrain. Tout ça est indispensable, mais ça n'est pas suffisant tant que juste en face de la frontière, la logistique continue de se déverser très très largement, d'une part, et d'autre part, l'or est racheté pour, d'une manière ou d'une autre, devenir légal et atteindre les marchés internationaux. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur la coopération internationale, surtout qu'il y a la COP30 à Belém là, qui va commencer dans quelques jours. On l'a dit donc, sur les circuits d'exfiltration, ça se passe majoritairement dans l'Ouest avec la proximité du Suriname. Par contre, ce qui ne change pas, c'est le profil des orpailleurs. Là, pour le coup, majoritairement, encore aujourd'hui, en tout cas pour l'année 2024, 97% des orpailleurs qui travaillent en Guyane sont brésiliens. Exactement, et plus précisément, presque la moitié de ces personnes viennent de l'État de Maranhão, donc c'est pas une migration de proximité immédiate, c'est des gens qui parfois font plus de 2000 km pour arriver jusque dans la forêt guyanaise. Donc là aussi, effectivement, il y a le côté transfrontalier et international qui est très clair. C'est vraiment des populations brésiliennes qui viennent tenter leur chance ici en Guyane. Certains y arrivent très bien, d'autres perdent aussi beaucoup. Et c'est là aussi un vecteur, on l'espère, de coopération, de mieux expliquer auprès des populations, auprès des territoires d'origine de ces populations, quels sont les risques réels
d'implication au sein de l'orpaillage illégal. En plus, pour gagner environ 2000 € par mois, hein, c'est ça à peu près qui ressort des entretiens que vous avez fait. Alors ça c'est le gain brut. Hein. Il faudrait après essayer de comprendre le bénéfice, parce que bien sûr sur ce gain, brut. Ah oui, d'accord. Oui, sur ce gain, il y a vraiment tout ce qui est les coûts de production sur place, les achats que les différents Garimperos vont mener sur place. Donc, mais ça reste beaucoup, hein, évidemment, hein, pour des populations qui sont très pauvres côté Brésil. Hein, ça reste attractif, surtout avec le cours de l'or actuel. Qu'est-ce qui ressort d'ailleurs de tous les entretiens qui étaient réalisés avec cette 130aine de Garimperos qui ont été interrogés, sur leurs conditions de vie, les raisons pour lesquelles justement ils viennent travailler en Guyane? Est-ce qu'il y a un changement entre la situation actuelle et celle d'il y a 10 ans? Voilà, dans les grandes lignes, on va dire, c'est quoi la photographie qu'on peut faire, Laurent Kell? Alors, on voit pas de grosses différences en termes de motivation, c'est vraiment la pauvreté. Une des différences, par contre, qui est notée par les auteurs, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes qu'auparavant. D'accord. Il reste quand même à peu près 13-14% de femmes qui sont impliquées dans l'orpaillage illégal ici en Guyane. C'était un peu plus de 20% il y a quelques années. Et ça pourrait s'expliquer par le durcissement des efforts de lutte, ce qui font que les femmes sont, plus enclines à abandonner a priori ce type de travail qui est particulièrement difficile, bien sûr pour les femmes avant tout. Et donc voilà, il y a peut-être ce changement qui est notable, mais sinon dans les grandes lignes, on a affaire à la même population encore et toujours. Alors, il y a la question, on en a parlé de l'exfiltration de l'or, donc où est-ce qu'on le vend, et après comment est-ce que l'argent est transféré? J'ai l'impression, mais vous m'arrêtez si je me trompe, hein, Laurent Kell, que le processus, on va dire le plus courant que vous avez constaté, c'est je vends mon or dans un supermarché chinois et puis après je transfère l'argent avec Pix. C'est un système de paiement instantané qui a été créé par la Banque centrale du Brésil. C'est ça, ce cas de figure-là qui revient le plus souvent? Alors oui, Pix, effectivement, c'est un outil de transfert immédiat d'argent, comme vous le dites, créé par la Banque du Brésil, qui là aussi a gagné en garde-fou. C'est-à-dire que maintenant, il y a une somme maximale par an qu'un individu peut transférer à un autre individu. Et au-delà de cette somme maximale, il faut faire des déclarations beaucoup plus précises. D'accord. Donc là aussi, il y a eu un renforcement. Après, il y a plusieurs types il y a aussi des acheteurs d'or qui se déplacent sur les sites et qui proposent des services de transfert, hein, donc moyennant bien sûr une décote au prix d'achat sur place. Et donc après, c'est un peu une stratégie individuelle. Certains vont préférer vendre leur or immédiatement auprès d'un acheteur local, ça les sécurise. Ouais. D'autres vont essayer de garder le minerai sur eux et d'aller le vendre sur un des comptoirs logistiques sur le fleuve Maroni. D'autres, mais c'est beaucoup moins fréquent, vont jusqu'à Paramaribo pour essayer de vendre cet or. Mais l'essentiel, effectivement, c'est le long du fleuve. Ouais, donc en fait, plus je garde longtemps l'or sur moi avant de le vendre, plus le prix de vente en fait sera élevé en quelque sorte. Alors oui, à partir du moment où ces gens s'éloignent de leur site de production, mais c'est aussi là qu'ils encourent plus de risques d'être braqués, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de violence au sein de ce milieu-là. Bien sûr. Et voilà, donc c'est encore une fois une stratégie individuelle et on a plusieurs cas de figure qui ressortent de ce travail. Donc supermarché chinois côté Suriname, et pour le Brésil, parce qu'il n'y a pas rien non plus. Au Brésil, ça a diminué, mais il y a encore quand même une activité qui se passe de l'autre côté de la frontière. Là, l'or est surtout encore vendu chez les bijoutiers d'Oyapock. Voilà, alors c'est plus des comptoirs d'or qui avaient pignon sur rue il y a une dizaine d'années. Sont maintenant des bijoutiers, mais effectivement, les Garimperos qui travaillent sur la façade est ne font pas mystère qu'ils arrivent assez facilement à vendre cet or à Oiapoque. Certains vont jusqu'à Macapa, mais sans motivation particulière, ils peuvent rester à Oiapoque pour continuer d'écouler une partie de la production. Et l'étape d'après, une fois que l'or arrive côté Suriname et côté Brésil, comment est-ce que toute cette quantité d'or finit par quitter en fait toute la région du plateau des Guyanes, Laurent? C'est là effectivement que le besoin de traçabilité reste important. Alors encore une fois, on l'a dit, au Brésil, il y a des efforts récents qui montrent certains résultats. Hein. Il y a un contrôle plus important de cette origine de l'or à l'échelle d'un territoire aussi vaste et assez impressionnant. Donc ça s'améliore. Au Suriname, il y a quelques législations qui existent, mais qui, dans la pratique, d'après les témoignages qu'on a recueillis, sont très très peu appliquées. Ce qui fait qu'en gros, personne ne demande vraiment d'où vient l'or. À partir du moment où il y a de l'or qui est achetable, il est acheté. Et après, il va intégrer des comptoirs officiels d'achat d'or et d'exportation. Et le travail de cette étude montre que l'essentiel de la production d'or du Suriname va aux Émirats Arabes Unis, qui est le plus gros marché international d'or au monde.
Et à partir de cette base internationale, il est revendu dans le monde entier. Et là, bien sûr, on perd toute notion d'origine de l'or. Donc en fait, les deux grands leviers, dès qu'on parle un petit peu de coopération internationale, évidemment, c'est la lutte directement qu'il y a sur le terrain, la législation, et de l'autre côté, la traçabilité de l'or. En fait, il faudrait avoir les deux pour faire en sorte que directement sur le terrain, on assiste à une baisse radicale de l'activité. Oui, en tout cas, c'est notre vision, et c'est pour ça qu'on avait commencé ici en Guyane il y a une quinzaine d'années à travailler sur cette notion de traçabilité, puisque la Guyane, dans les années 2000, était aussi concernée par de l'or illégal vendu localement, ce qui est quasiment plus le cas maintenant. Enfin, c'est devenu très très marginal, d'après l'étude en tout cas. Et le troisième levier, vous parlez effectivement de la traçabilité, des efforts de lutte conjointe. Le troisième levier à notre niveau, c'est aussi la convention de Minamata qui invite les États à limiter l'utilisation du mercure et à beaucoup mieux cadrer sa circulation. Oui. Le Suriname comme le Brésil ont signé et ratifié cette convention. Donc il y a là aussi une opportunité de coopération avec ces pays. Donc nous, ce qu'on voit au travers de cette étude, c'est que la France et le Brésil, on le savait, travaillent ensemble et on voit que ça porte des fruits. Oui. Il reste à pleinement inviter le Suriname à la table de cette coopération, parce que c'est vraiment maintenant avec le Suriname que tout se joue en termes de future amélioration de la situation sur le front de l'orpaillage illégal. Justement, là-dessus, Laurent Kell, votre étude, elle sort pas à n'importe quel moment. Il y a la COP30 qui va commencer là-dedans. Dans quelques jours, on le sait, le sujet de la déforestation, surtout au Brésil, ça va être un des enjeux importants dans les discussions et les négociations qui vont être organisées. Est-ce que sur la question de l'orpaillage illégal, de la lutte contre l'orpaillage illégal, vous avez un peu d'espoir que quelque chose ressorte de cette COP30 qui se passe pas n'importe où, quand même à Belém, à vol d'oiseau, c'est pas très loin de la Guyane. Il peut se passer quelque chose où vous y allez quand même de manière très... Pas craintif, mais assez timide. On n'y va ni de façon timide, ni de façon craintive. On y va de façon assez ambitieuse, parce qu'effectivement, c'est une COP très importante à l'échelle des différents pays, et particulièrement pour l'Amazonie, et particulièrement pour la Guyane. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement au Suriname depuis le mois de juillet, avec une présidente qui a pris des positions assez intéressantes. Oui. Donc on espère pouvoir interagir avec ces différents acteurs pendant cette COP. Et nous, en tout cas, on y va aux côtés de représentants du Haut-Maroni, de la communauté Wayana, qui vont être aussi les porte-parole de la problématique telle qu'ils la vivent au quotidien sur cette zone-là qui est particulièrement concernée par l'orpaillage illégal. Laurent Kell, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc en détail de cette étude récemment publiée. D'ailleurs, je le précise pour celles et ceux qui seraient intéressés pour la lire en intégralité. Elle est assez longue, elle fait à peu près une 90aine de pages. Ça se passe sur votre site internet wwf.fr. Merci encore. Merci beaucoup. Très bonne journée.